Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer. Merci à tous de vous être connectés. On attend encore quelques retardataires, mais je pense qu'on peut démarrer. Bienvenue au Centre technique du papier pour ce webinaire qui est consacré aux avis et tests de recyclabilité. Donc, Avis et tests de conformité. Je vais vous donner quelques consignes concernant le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, les règles de confidentialité. Donc, ce webinaire, c'est la propriété du Centre technique du papier. Donc, il est interdit de l'enregistrer, y compris en utilisant les IA, et bien sûr de la diffuser ou de la revendre sans une autorisation préalable écrite et contractuelle du CTP. Voilà. Ensuite, je vais vous donner quelques consignes sur les conditions de participation et d'échange. Donc, je vous informe que ce webinaire sera enregistré et ensuite disponible en ligne prochainement pour ceux qui voudront le revoir ou le faire écouter à des collègues. En ce qui concerne les échanges, les questions, comme on est très nombreux, on vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. Et ensuite, on récupérera toutes les questions et une synthèse des questions et réponses sera diffusée. Et donc, c'est pour cette raison que vos micros resteront coupés. Si néanmoins vous avez des problèmes de connexion ou de son, n'hésitez pas à envoyer un email à Marion Bocquer, qui nous assiste pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, donc pour commencer, je vais vous donner quelques informations pour ceux qui ne connaissent pas bien le Centre technique du papier. Donc le CTP, c'est un centre technique et industriel qui a pour principale mission de créer de la valeur pour l'industrie papetière française, mais dans le monde entier également. Et donc, cette création de valeur, elle se fait au travers d'une activité de recherche et développement des savoir-faire et des connaissances, en développant ce qui représente à peu près 50% de l'activité du CTP. Et donc, ça se fait au travers des améliorations des produits et des technologies existantes ou du développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Et donc, on est à des niveaux de TRL ou de maturité technologique avancés, plutôt entre 4 et 8 ou voire 9 pour ce qui est… Et donc, le transfert vers l'industrie de toutes ces activités se fait de plusieurs manières, au travers des comités de pilotage de projet, des réunions de transfert, mais également des contrats spécifiques de recherche et développement qui peuvent avoir lieu, et bien sûr des activités de conseil expertise, des études, de la formation, des prestations analytiques, bien sûr, et la normalisation. Le Centre technique du papier, c'est 5 pôles d'excellence qui se partagent en fait les activités scientifiques et technologiques. Donc le pôle matériaux biosourcés, le pôle produits fonctionnels, le pôle production éco-responsable, qui inclut l'industrie durable, la gestion de l'eau, de l'énergie, la bioéconomie circulaire, donc dans lequel s'inscrit ce webinaire, et l'usine du futur, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation et simulation des modifications des procédés. On a aussi un pôle qui concerne l'aptitude et les qualifications, où les papiers et cartons aussi peuvent où on réalise des tests d'analyse chimique, d'aptitude à la transformation, contact alimentaire et performance des produits. Et ensuite, on a enfin un pôle bureau d'études et services techniques, en fait, qui est en support des 4 pôles scientifiques et techniques. Avant de donner la parole à mes collègues, je vais vous donner quelques chiffres, en fait, un tour d'horizon en fait de l'industrie et des produits papier et carton en quelques chiffres. Donc rapidement, il faut distinguer 4 grandes familles de papier et carton. La plus grande famille, qui est en plus fort développement, c'est les papiers et à usage emballage et conditionnement, donc qui représente plus de 50% au niveau européen du total de la production de papier carton. Ensuite, vous avez les papiers graphiques, qui est une production qui est en perte de vitesse depuis au cours des dernières décennies, mais qui représente quand même encore 20% de la production au niveau européen. Et enfin viennent les papiers sanitaires et domestiques en volume un peu moins de 10%, et tous les papiers spéciaux industriels qui représentent un peu plus de 15%. Un point important qui nous concerne aujourd'hui, c'est le taux de recyclage. Donc, pour ces 4 familles, il est globalement au niveau européen de près de 80%.
au sens CEPI du terme. Et ce qu'il ne faut pas confondre en fait avec le taux d'incorporation de fibres recyclées dans les différentes catégories de production. Vous avez ici un schéma en fait qui vous montre en fait les principales sortes de papier carton produits, et vous voyez que par exemple pour les graphiques, on a un taux d'incorporation de fibres recyclées autour de 30%. Voilà, donc, une partie donc, des papiers graphiques sont recyclés pour faire des papiers graphiques, et une autre partie est aussi utilisée soit pour faire des emballages, une minorité, ou pour faire des papiers à usage sanitaire et domestique. En ce qui concerne l'emballage, la production d'emballage, on voit que cette production est plus autosuffisante, c'est-à-dire que le taux d'incorporation est proche de 90%, d'incorporation de fibres recyclées. Donc, pour faire des emballages, on utilise vraiment une très grande majorité, en particulier en France, de fibres recyclées. Par contre, les papiers à usage sanitaire et domestique utilisent beaucoup plus de fibres vierges, même s'il y a une certaine partie qui utilise des blancs pour la production. Mais il n'y a pas de recyclage et de test de recyclabilité jusqu'à aujourd'hui pour cette catégorie, pour cette sorte de produit. C'est peut-être quelque chose qui sera en développement. Et donc, les tests que le CTP propose et qu'on va vous montrer, en fait, sont spécifiques aux deux grandes catégories de produits que sont les papiers graphiques, les imprimés, donc notamment les tests de désencrabilité, et les tests de recyclabilité qui concernent plus particulièrement les emballages. Donc, la suite de ce webinaire va aborder trois grands points. En fait, le premier point, ce sera un descriptif des procédés de recyclage et de désancrage, donc qui sera présenté par Nathan Parjois. Ensuite, c'est Alain Cochot qui vous présentera la PPWR et les tests sur les emballages. Et enfin, Benjamin Fabry terminera par les tests sur les papiers graphiques. Donc, je passe la parole sans plus attendre à Nathan pour la première partie de ce webinaire. Bonjour à tous, je vais commencer en introduisant les procédés de recyclage et de désancrage qui vous permettront de mieux comprendre les tests que nous proposons au CTP. Alors, pour commencer, il y a deux grandes familles de matières premières. D'un côté, il y a le blanc et de l'autre côté, le brun. Pour le blanc, ça concerne tout ce qui est papier graphique de récupération, donc collègues de bureaux, journaux, magazines, qui sont destinés à la filière du désancrage dans le but de produire à nouveau dans les papiers graphiques, mais également, comme l'a dit Eric précédemment, dans le tissu, donc tout ce qui est sanitaire et domestique. De l'autre côté, on a le brun. Donc le brun, on retrouve les caisses carton, les emballages, qui sont destinés à la filière du recyclage dans le but de produire principalement dans l'industrie du recyclage. Alors, il y a donc deux procédés différents, avec deux philosophies différentes, mais des étapes de procédés communes. Donc, d'un côté, pour les blancs, avec ces papiers graphiques de récupération, l'idée, ça va être d'éliminer les contaminants et de s'intéresser particulièrement aux propriétés optiques. De l'autre côté, du côté du brun, on va chercher à éliminer les contaminants, mais on s'intéresse également aux propriétés mécaniques, pour les lignes de recyclage. Donc maintenant, je voulais aborder un petit peu le point pour les matières premières. Il y a des matières premières sous forme de balles, comme vous l'avez à gauche, et également sous forme de vrac. Donc le vrac avec le camion qui va baigner directement dans l'usine. Pour vous donner un chiffre, il y a environ 1 tonne de matières premières dans les grosses usines qui rentrent dans le procédé toutes les 30 secondes. Ça représente des volumes très importants. Maintenant, parlons des étapes des procédés de recyclage et de désancrage. Donc, je reviendrai sur les photos qui sont ci-dessus après. Ce que je voulais dire ici, c'était 3 grosses étapes. La première étape, la remise en suspension en milieu aqueux. Donc, on remet nos matières premières dans de l'eau en agitation dans le but d'individualiser les fibres afin d'ensuite pouvoir effectuer la deuxième étape qui est l'élimination des indésirables en fonction des caractéristiques de ceux-ci. Donc, que ce soit leur taille, leur densité ou les propriétés physico-chimiques de ces éléments. Ensuite, troisième grosse étape, on applique des traitements complémentaires
pour améliorer les propriétés optiques et ou mécaniques. Alors maintenant, parlons du procédé de recyclage. Donc la première étape, donc la remise en suspension ou pulpage. Vous avez en bas à gauche quelques photos. Pour le recyclage, il s'agit de pulpeurs continus à basse concentration ou à haute concentration. Après cette étape de remise en suspension, il y a les étapes de séparation mécanique. Donc la première étape, c'est les étapes de classage. Il faut voir ça comme des tamis où on va éliminer les particules en fonction de leur taille. On va retenir les plus grosses particules. Sur ces étapes-là, la rigidité des particules est également un point important. Vous avez en bas la courbe qui vous montre l'efficacité d'élimination en fonction de la taille des particules. Donc pour les plus grosses, on va pouvoir les éliminer par classage. Ensuite, vient l'étape d'hydrocyclone ou épurateur tourbillonnaire, donc soit particules lourdes, soit particules légères. Il faut voir ces appareils comme des cônes dans lesquels on va créer un vortex qui vont permettre, en fonction des différences de densité entre les particules, de les séparer. Les particules les plus lourdes vont suivre un chemin et les plus légères un autre. Par exemple, pour les épurateurs à particules lourdes, tourbillonnaires, ça va permettre d'éliminer tout ce qui est gravier, verre, agrafe, etc. Ensuite vient l'étape d'épaississage, donc avec une étape de réutilisation en interne des eaux du procédé, avant, dans certaines usines, des étapes de dispersion, avant d'envoyer à la machine à papier. Donc voici le procédé de recyclage. Maintenant, je vais décrire un petit peu le procédé de désancrage. Concernant le pulpeur, ici vous avez une photo en bas à gauche, c'est des pulpeurs, majoritairement des pulpeurs hélico, donc qui fonctionnent à haute concentration. Et pour les étapes de séparation mécanique, on retrouve les mêmes types d'appareils, donc classeur et hydrocyclone, avec des réglages au niveau des paramètres qui sont un petit peu différents. L'étape différenciante dans ce procédé-là, c'est l'étape de désancrage. Donc il s'agit d'une étape de flottation. Donc, on a éliminé les particules en fonction de leur taille, en fonction de leur densité. Ici, c'est en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. La flottation va permettre d'éliminer les particules hydrophobes en comparaison des particules hydrophiles, notamment le fibre. Donc, on insuffle des bulles d'air qui viennent récupérer les particules pour les éliminer. Ensuite, après cette étape, on retrouve l'étape d'épaississage avec, comme pour le recyclage, une réutilisation en interne des eaux du procédé, puis l'étape de dispersion, avant, dans certains cas, une étape de blanchiment, qui est quand même fréquemment rencontrée. Ces 4 étapes-là forment une boucle de désancrage qui peut se répéter entre 1 à 3 fois en fonction des usines, avant d'aller vers la machine à papier. Voilà. Bonjour à tous. Concernant les emballages, avant de commencer à vous parler des tests, je vais vous faire un petit rappel sur certaines définitions concernant le règlement ou la directive, et puis un petit retour sur l'histoire. Donc, ce qu'on appelle règlement au sens de l'Union européenne, c'est obligatoire, c'est-à-dire que dans tous les éléments de sa publication, ils doivent être appliqués à l'ensemble des États membres de l'Union. C'est-à-dire que vous soyez en Croatie ou en France ou en Espagne, il va s'appliquer exactement de la même façon et sa portée se fera à partir du moment où il est publié au journal officiel de l'Union européenne. Alors que la directive, elle vise à favoriser les législations nationales des États membres de l'Union européenne. C'est une sorte de loi cadre, mais ce n'est pas au même sens que le règlement, c'est qu'elle laisse à chacun les moyens d'atteindre les objectifs qui sont proposés par la directive. Donc elles n'ont pas de caractère réglementaire, c'est juste un outil législatif. Si on reprend sur les emballages et déchets d'emballage, hormis les décrets français qu'on avait pu avoir, on a au niveau européen la première directive qui est sortie en 1994, qui est la 94/62 CE, qui définit des exigences essentielles pour les emballages mis sur le marché. Première exigence va concerner la prévention par la réduction à la source de la conception de l'emballage, c'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser au maximum le poids et le volume de l'emballage à fonctionnalité équivalente. Concernant les métaux lourds, plomb, cadmium, mercure et chrome, limiter la quantité présente dans les emballages et aussi minimiser ce qu'on appelle les substances dangereuses. Donc ça répond à une norme qui est la EN 13428.
La réutilisation, la norme EN 13429, qui est la possibilité de réutiliser plusieurs fois l'emballage avant qu'il termine comme un déchet. Et enfin, pour la valorisation finale de l'emballage, on a 3 voies de possibilité. La première, c'est le recyclage matière, et le test de recyclabilité permettra de vérifier cette possibilité au sens de la norme EN 13430. Ou bien une valorisation énergétique, c'est incinération avec récupération d'énergie, c'est la EN 13431, ou valorisation organique, qui est le compostage ou la biométhanisation, qui est la EN 13432. Alors, une nouvelle directive est arrivée, hein, c'est la directive 2018-851 qui avait fixé la priorité de valorisation en fin de vie, c'est-à-dire dans un premier temps vérifier la prévention, donc minimiser l'impact de l'emballage. Ensuite, c'était la réutilisation, à défaut le recyclage, à défaut ce sera le compostage et à défaut l'incinération avec récupération d'énergie. Et cette directive 94-62 a été amendée plusieurs fois, d'abord en 2004, qui a fixé de nouveaux objectifs en taux de valorisation, en taux de recyclage global et spécifiquement indiqué le taux de recyclage pour les papiers cartons. Nouvel amendement en 2005 avec l'élargissement à de nouveaux États membres. Et enfin, en 2018, la directive 2018-852 qui a permis de fixer de nouveaux objectifs de recyclage, donc des objectifs pour 2025 et pour 2030, qui portent sur la totalité des emballages, quelle que soit la matière, et donnant des chiffres spécifiques pour le papier carton, par exemple, d'ici 2025, 75% en poids des papiers cartons en tant qu'emballage devront être recyclés, et d'ici à 2030, ce sera 85% en poids. Sachant que l'Europe trouvait que la directive n'était pas suffisamment suivie, elle a durci un peu les objectifs en fixant le PPWR, donc Packaging and Packaging Waste Regulation, c'est-à-dire le règlement sur les emballages et déchets d'emballage. Donc, il a été adopté dans un premier temps par le Parlement européen en avril 2024, puis par le Conseil de l'Union européenne fin 2024. Et il entrera en vigueur lorsqu'il sera édité, lorsqu'il sera publié au journal officiel de l'Union européenne, et il s'appliquera dans les 18 mois qui suivront. Et vous voyez ci-dessous quelques grands points. 2024, donc entrée en vigueur, hein, c'est ce qu'on a vu tout de suite. 2030, tous les emballages devront être recyclables. 2035, ils devront être recyclables à l'échelle. En 2038, on verra plus tard les classes, les critères de performance A, B et C. La C va disparaître. Et en 2040, de nouveaux objectifs vont être fixés pour avoir des exigences plus élevées. Donc l'Europe s'engage vraiment dans la gestion des emballages et des déchets d'emballage. Alors le PPWR va concerner uniquement les emballages, tout emballage confondu, mais nous on s'attardera plus sur les emballages basse papier carton, avec des objectifs qui reprennent d'ailleurs en grande partie les exigences essentielles de la directive emballage, c'est-à-dire prévenir et réduire les déchets, minimiser le poids et le volume de l'emballage, et surtout promouvoir ce que j'appellerais l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation et le recyclage, en fixant ce que n'avait pas fait tout à fait la directive, des objectifs sur la collecte, des objectifs un peu plus importants sur le réemploi, et surtout des objectifs sur le recyclage avec ce qu'on appelle le recyclage à l'échelle ou at scale. Et ce règlement, le PPWR, a pratiquement 10 grandes exigences essentielles que l'on va voir ici. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer, mais les plus importantes seront les 1, le 5 et le 8 qui vont servir pour les exigences concernant le test de recyclabilité. Donc, la 1, ce sera d'abord de s'assurer que tous les emballages soient recyclables d'ici à 2030, d'où le test de recyclabilité à faire. Ensuite, la 5, ce sera de communiquer sur les matériaux utilisés pour fabriquer l'emballage. Donc là, on aura une traçabilité sur la composition. Et enfin, de réaliser une déclaration de conformité pour les emballages afin, en fait, en gros, de délivrer leur passeport pour les mettre sur le marché. Donc l'exigence numéro 1 qui relève dans le PPWR du chapitre 2, durabilité des emballages, et article 6, emballages recyclables. Donc c'est là qu'il est indiqué très clairement qu'à partir du 1er janvier 2030, tous les emballages devront être conçus pour être recyclables.
Et au sens du PPWR, ce qu'on appelle recyclable, donc c'est être conçu pour être recyclé, pour être collecté séparément de manière efficace et efficiente, ensuite d'être bien acheminé vers un flux de déchets qui va permettre de recycler, et ensuite de pouvoir produire ce que je vais appeler la qualité du recyclat, en qualité suffisante pour remplacer les matières premières. Donc, si je prends un exemple, le papier cadeau que tout le monde connaît, on sort des fêtes, là, c'est un papier avec des fibres très courtes, beaucoup de charge. Si je le recycle, il n'aura pas des qualités de matière première en tant que résistance mécanique suffisante. Et enfin, d'être recyclable à grande échelle. Donc, c'est ce fameux at scale à partir de 2035. L'exigence numéro 5, elle, qui va porter sur l'information concernant les matériaux utilisés dans l'emballage, donc relève du chapitre 3, exigence en matière d'étiquetage, de marquage et d'information, et de l'article 12, étiquetage des emballages. Donc c'est là que devra explicitement être indiqués les matériaux qui ont été utilisés pour produire l'emballage. Et dessus, sur cette étiquette, figurera aussi une mention spéciale si possible, c'est l'utilisation, la réutilisation de l'emballage et comment l'emballage peut être réutilisé, puisque le PPWR demande aussi en priorité la possibilité de réutiliser les emballages avant qu'ils soient recyclables. Et enfin, pour cette déclaration de conformité qui relève du chapitre 4, obligations générales, et de l'article 5, obligations des fabricants, il est indiqué que le fournisseur d'emballage ou de matériaux d'emballage sont tenus de fournir à celui qui va mettre sur le marché le produit emballé toute information concernant l'emballage et de vérifier qu'il répond bien aux exigences de conformité fixées par le PPWR. Et dans le cas de ce respect, le fabricant établit une déclaration de conformité. Alors là, c'est important. Si c'est à usage unique, la déclaration sera valable 5 ans. S'il y a possibilité de réutilisation, la déclaration sera valable 10 ans, et ce, à partir de la mise sur le marché de l'emballage. Et toutes ces informations seront comprises dans l'étiquetage, où là, on revient sur l'exigence numéro 5 d'étiquetage. Vous avez ici un exemple de déclaration de conformité fournie dans le règlement PPWR en annexe 8, donc une déclaration sur laquelle va figurer toutes les informations nécessaires permettant d'identifier l'emballage, le fabricant de l'emballage, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Donc, c'est le fabricant de l'emballage qui est en charge de vérifier la conformité de son produit avant qu'il soit mis sur le marché. Et puis derrière, les signatures, les tampons, tout ce qui va bien pour avoir une déclaration de conformité conforme. Donc après ce rappel sur le PPWR et comment on est arrivé à ce PPWR, je vais vous présenter les tests de recyclabilité pour tout ce qui est emballage, base, papier, carton. Donc au sens recyclable en 2030, si je me réfère au PPWR, l'évaluation de la recyclabilité, je vous ai dit précédemment, doit être faite par le fabricant de l'emballage. Et la PPWR dit que la recyclabilité sera exprimée dans des classes de performance A, B ou C, et sachant qu'en 2038, la classe C va disparaître. Et la recyclabilité, c'est deux choses derrière ce terme de recyclabilité. Il y a d'abord un protocole de test, ce protocole de test qui va permettre de quantifier des paramètres que je vais appeler données par la suite de cette présentation, qui sont par exemple les taux de refus, une évaluation visuelle de la qualité du papier produit. Et à partir de ces données, on a l'évaluation de ces données, c'est-à-dire que soit on va les faire digérer par un scorecard, soit on va les analyser, soit on va déterminer une classe de performance. Et c'est en fait ces données plus l'évaluation de ces données qui permet de donner un avis sur la recyclabilité du produit. Donc Nathan vous a présenté avant les étapes de procédé de recyclage. Moi, je vais revenir sur les chaînes conventionnelles de recyclage en Europe, souvent abusivement appelées chaînes standards de recyclage. Le terme standard est à réserver à la normalisation. C'est pour ça que j'utiliserai que le terme chaîne conventionnelle. Et cette chaîne conventionnelle, c'est un pulpeur basse concentration qui fonctionne en continu. Tout le système de d'épuration, de décontamination du pulpeur, plus un épurateur pâte épaisse, avant d'entrer dans des classages avec des paniers à trous, classage panier à fente, puis épurateur tourbillonnaire pour particules lourdes.
Donc voilà une chaîne conventionnelle de recyclage en Europe. Et si on doit faire un test de recyclabilité à l'échelle du laboratoire, il est important que tous ces appareils soient évalués à l'échelle du laboratoire. Donc cette chaîne conventionnelle qui sert de référence pour le protocole de test doit comprendre ce pulpeur continu. Alors on n'aura pas un pulpeur continu à l'échelle du laboratoire, mais on aura un pulpeur basse concentration. Le système d'épuration, de décontamination du pulpeur et l'épurateur pâte épaisse ne sera pas reproduit à l'échelle du laboratoire, tout simplement parce que dans un test de recyclabilité, on teste uniquement le produit à tester, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en mélange avec d'autres produits qui peuvent être issus d'erreurs de tri, comme par exemple des morceaux de bois, du textile ou des canettes métalliques. Donc, tout système d'épuration qui est en pointillé, là, ne figure pas sur un test de recyclabilité au laboratoire. Ensuite, le classage grossier, panier à trous, et le classage fin doivent figurer dans le protocole de test au laboratoire, et l'épurateur tourbillonnaire pour particules lourdes aussi, qui sont des hydrocyclones, puisque si on se réfère à la base de données Fisher d'octobre 2023, en Europe, plus de 85% des chaînes de recyclage pour emballage, dites conventionnelles, sont équipées d'épurateurs tourbillonnaires pour particules lourdes. Et dernier point, c'est que si je vais du pulpeur à la machine à papier, la totalité de la pâte a été traitée. Donc au laboratoire, si on veut réellement simuler une chaîne conventionnelle, il faut disposer au niveau du labo de ces équipements, du pulpeur, du classeur à trous, du classeur à fente et de l'épurateur tourbillonnaire pour particules lourdes. Et autre point, au sens du PPWR, il faut tester le produit complet avec ce qu'on appelle les composants intégrés et les constituants. Donc ça fait référence à l'article 6 du PPWR et surtout traiter la totalité de la pâte. Donc si je viens sur la définition donnée par l'article 6 du PPWR sur les composants intégrés, les composants intégrés sont les composants que le consommateur ne va pas enlever sur un emballage, et je vous donnerai un exemple juste après. Et le test de recyclabilité doit porter sur tous ces composants intégrés. Donc, il ne faut pas les enlever pour réaliser le test. Enfin, les composants séparés, ce sont des composants que le consommateur peut séparer relativement facilement. Par exemple, une sâche plastique dans une boîte de céréales, ce sont deux composants qui se séparent très facilement. Mais il faudra réaliser le test sur l'ensemble de ces composants séparés. Donc un test spécifique pour la boîte en carton de céréales et un test pour la sâche plastique pour prouver que l'emballage complet est recyclable au sens du PPWR. Donc voici un exemple d'un emballage multimatériaux. Alors je conçois que ce n'est pas le plus éco-conçu qui existe, mais il existe. Donc au sens du PPWR, il faudra tester l'emballage complet avec ses composants intégrés et ses constituants. Donc, si je regarde en détail les composants intégrés, je vois qu'on a un crochet plastique qui est clipsé sur une barre plastique par 8 petits ergots. Il y a deux aimants avec ce que j'appellerais les contre-aimants, deux pièces métalliques qui permettent de fermer le rabat qui est devant et une fenêtre plastique. Donc ça, ce sont des composants que le consommateur ne va pas enlever. Donc quand il va jeter son emballage, ces composants intégrés vont se retrouver avec le produit. Et les constituants qui sont un peu plus inhérents à l'emballage, c'est le vernis qui va être utilisé, colle et adhésif et encre. Et donc il va falloir faire un test de recyclabilité, celui que je vais vous présenter après, sur ce produit. Et les composants séparés, la coque plastique qui sert par exemple à maintenir le cordon du smartphone, il faudra faire un test dessus. Alors, comme c'est du plastique, ce sera un test de recyclabilité réalisé par les plastiques. Et la notice, ce sera un troisième test pour vérifier que ces éléments séparés sont bien recyclables au sens du PPWR. Alors, le protocole concernant le test de recyclabilité, il y a, je dirais, trois objectifs. Le premier objectif, c'est de bien vérifier la bonne individualisation des fibres, c'est-à-dire de vérifier si le produit est désintégrable dans le pulpeur. Ensuite, de vérifier qu'on a l'élimination des indésirables, donc ce qui n'est pas fibreux ou ce qui peut poser souci dans la fabrication des papiers, et surtout être en capacité de fabriquer du papier. Parce que si vous avez réussi à individualiser les fibres, si vous avez réussi à enlever les indésirables, mais que vous ne pouvez pas fabriquer du papier, par exemple dans le cas d'agents thermocellants, ça peut contribuer à ne pas refabriquer du papier, parce que l'agent thermocellant se redéclenche sous l'effet de la sécheresse.
Le domaine d'application, ce sont les emballages base papier carton. Et les méthodes, il y a ce test de recyclabilité CTP, appelé CTP Reg 21 CEREC, le test CEPI, mais aucun de ces tests n'est normalisé à ce jour. Alors, pour ces tests, il faut avoir un pulpeur, et dans le pulpeur, on va déterminer aussi ce qu'on appelle le taux de résidus par évaporation, c'est-à-dire quantifier le taux de matière dissoute et colloïdale, puisqu'il va rentrer dans le calcul du rendement de l'emballage. Ensuite, on va quantifier les indésirables par classage Somerville, avec des trous de 5 mm et des trous de 15 centièmes. Ensuite, l'efficacité d'élimination par hydrocyclonnage, donc ça, le CTP le fait pour l'élimination des particules lourdes, type par exemple des particules de vernis UV, des particules métalliques dans le cas d'emballage un peu métallisé. Et enfin, on vérifiera la qualité de la pâte finale. Et les données, c'est-à-dire les résultats du test, ce seront le taux d'évaporation, le taux de refus grossier, le taux de refus fin, l'aspect visuel, c'est-à-dire on va regarder la qualité du papier d'un point de vue visuel, et le test d'adhésion, est-ce qu'on peut séparer le papier des organes ayant servi à le fabriquer, donc au niveau du laboratoire, c'est le papier de couverture et le carton support. Donc voilà d'exemples de résidus, d'évaporation, le classage grossier, classage fin et la formette pour l'aspect visuel. Donc le test CTP-CEREC, c'est le suivant, c'est-à-dire que nous, le point de départ, c'est ce que l'on va mettre dans le pulpeur. À partir de là, on va réaliser des formettes pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis concernant la désintégration, concernant le fait que des matières dissoutes et colloïdales qui sont présentes dans les autres pulpeurs peuvent entraîner des soucis au problème d'adhésion. On détermine aussi le taux d'évaporation par résidu, puis la totalité de la charge pulpeur est ensuite envoyée dans 2 classeurs Somerville placés en série. Comme on peut le voir sur une chaîne conventionnelle, la totalité de ce qui sort du pulpeur va passer à travers les différents organes d'épuration avant d'arriver à la machine à papier. Là, c'est le cas pour le test CTP, puisque on déterminera le taux de refus grossier sur un Somerville avec une grille de 5 mm. La totalité de l'accepté de ce classage grossier passe dans le classage à fente fine, et la totalité de l'accepté du classage fin est récupérée sur un épaississeur, où là, on va évaluer la qualité finale de la pâte. Si on estime que l'aspect visuel n'est pas satisfaisant, à ce moment-là, on déclenche l'épurateur tourbillonnaire pour particules lourdes, comme dans les chaînes conventionnelles de recyclage. Donc, vous pouvez retrouver une vidéo de notre test de recyclabilité sur les différents épisodes que le CTP a réalisé sur les plus belles la fibre. Ce sera l'épisode numéro 8, le test de recyclabilité. Alors, pourquoi nous, on a fait ce test? Parce qu'on a voulu avoir un test de recyclabilité adapté à l'industrie papetière. On n'a pas souhaité que ce soit l'industrie papetière qui s'adapte à notre test. Le test de recyclabilité CEPI, lui, est un peu différent. C'est-à-dire que le point de départ, en gros, pour évaluer le produit, ne va pas être dans le pulpeur, mais plutôt sur l'accepté du classage grossier. Et autre point important, le protocole CEPI ne teste pas l'échantillon avec les composants intégrés. C'est-à-dire que les composants intégrés sont enlevés pour la réalisation du test. Donc, il manque des informations sur le comportement de ces composants. Ensuite, sur l'accepté global du classage à trous, on reprend une partie de l'échantillon pour réaliser le classage fin. Et ce classage fin, on récupérera que les 50 premiers litres de la pâte acceptée. On pourra faire pareil, les évaluations des refus grossiers, refus fins, et l'aspect visuel et le test d'adhésion sur la pâte finale. Donc, si on revient sur l'exigence numéro 8, l'avis et la déclaration de conformité, donc je vous ai dit, les données de sortie des tests, ce sont les taux d'évaporation, le taux de refus grossier, que je vais appeler CR, le taux de refus fin FR, et pour la pâte finale, donc la fabrication du papier, l'aspect visuel et les tests d'adhésion. Donc, l'évaluation de la recyclabilité, si je prends la méthode de CTP-CEREC, c'est-à-dire le protocole CTP-REG 21 CEREC, on a la possibilité d'utiliser le scorecard qui a été développé dans le projet Forever Green.
mais aussi, nous, sur notre interprétation, on va vous expliquer et commenter les différents résultats obtenus concernant le taux de refus grossier, refus fin, l'aspect visuel et le test d'adhésion. On ajoute également le taux de recyclage et le taux d'extraction des fibres, c'est-à-dire quelle quantité de fibres je peux récupérer sur un produit qui va être évalué. Et on conclura sur la recyclabilité, oui. Oui avec réserve. S'il y a oui avec réserve, on vous proposera dans la mesure du possible des recommandations pour l'éco-conception de ce produit. Et s'il n'est pas recyclable, on expliquera également pourquoi. Et lorsque ces tests sont faits en collaboration avec le CEREC émet des avis techniques qui sont publiables, qui sont publiés d'ailleurs sur son site. La méthode CEPI, actuellement, on est en version 2, révision 9, et qui utilise le scorecard Forever Green. La conclusion sera oui ou non. Sur la base du scorecard, si vous avez une valeur négative, puisque le score est compris entre moins 100 et plus 100, si vous avez une valeur négative, ce sera non recyclable. Si c'est une valeur positive, ce sera recyclable. Et il existe aussi un peu la méthode UNI qui a servi de base à la méthode CEPI, où elle, le score est évalué selon le protocole ATISALCA. Au sens du PPWR, si je reprends la définition des classes, donc là, c'est déterminé en termes de poids. Donc, si je reprends mon emballage avec l'ensemble de ses composants intégrés, plus les composants séparés, c'est-à-dire la coque et la notice, si je commence par le bas, la notice qui représente 5% en poids de la totalité de l'emballage est parfaitement recyclable. Donc, en valeur de poids, elle représentera 5% en tant que recyclage. La coque plastique, elle sera parfaitement aussi recyclable dans l'industrie du plastique. Donc, on est à 15% du poids avec 100% de recyclabilité. Et si je prends mon emballage avec ces différents composants intégrés qui, eux, sont éliminés, puisque c'est du plastique, on n'aura que 75% de rendement sur la partie gauche de l'emballage en bas. Donc 75% sur 80% de l'emballage, ça fait 60%. Si je totalise, je peux considérer que j'ai 80% de rendement au sens en termes de poids, donc qui sera classé dans la catégorie classe B. Ce qui manque dans cette évaluation, c'est simplement on n'a pas d'informations sur l'aspect visuel final, on n'a pas d'informations non plus sur éventuellement une adhésion qui empêcherait de faire du papier. Donc, je vais passer maintenant aux tests qui sont réalisables à l'échelle laboratoire pour les papiers graphiques et imprimés. En fait, on a 5 tests qui sont proposés. Un qui vise à regarder si on est capable de réindividualiser les fibres. On a 2 tests qui sont spécifiques au col, savoir si on est capable de les éliminer par classage ou si elles sont totalement dispersables et voir l'impact que cela peut avoir sur le procédé papetier. Et on a 2 tests qui sont beaucoup plus axés sur l'aspect visuel, donc les propriétés optiques, qui sont les tests de désancrabilité et de décoloration. Contrairement aux tests réalisés sur les chaînes d'emballage, ici, nous essayons également de reproduire les procédés papetiers rencontrés industriellement. Et une des principales différences, c'est le fait que la remise en suspension est réalisée à haute concentration en présence d'une chimie de désancrage alcaline, c'est-à-dire composée de soude, silicate, peroxyde et acide oléique. Donc, le premier test, c'est le test de repulpabilité. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est de valider la bonne individualisation des fibres. Ça va s'appliquer pour les papiers traités résistants à l'état humide et on va simuler à l'échelle du laboratoire à travers la méthode PTS RH 02197 une chaîne de pulpage et une séparation mécanique par classage. Et le résultat, le produit sera considéré comme ayant une bonne repulpabilité si le refus du classeur est inférieur à 5%. Le deuxième test qui est d'intérêt, c'est les tests de désancrabilité. Donc là, l'objectif, c'est de valider les propriétés optiques suite à une étape de désancrage par flottation, donc qui est reproduit à l'échelle du laboratoire. Les domaines d'implication sont tout type d'impression. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce test-là n'est valable que pour une association encre
presse et papier. Les données qui vont en sortir de ces tests, on va avoir trois principaux résultats qui sont relatifs à la qualité finale, la luminance, c'est-à-dire la réflectance mesurée à 557 nanomètres. Donc en gros, c'est plutôt le niveau de blancheur que l'on va atteindre. La teinte résiduelle verte-rouge des pâtes qui sont produites. Et également la contamination en particules d'encre de taille supérieure à 50 microns et également supérieure à 250 microns. Ensuite, on a deux paramètres du procédé qui sont d'intérêt également. Ce sont la coloration des eaux du procédé, en se rappelant que ces eaux sont réutilisées en interne et donc vont s'accumuler, enfin les contaminants éventuels dans les eaux vont s'accumuler au cours du temps. Et on a également l'indice d'élimination de l'encre. Pour calculer le score, on utilise à ce moment-là le score défini par l'EPRC. Pour chaque donnée, on a une valeur cible et une valeur seuil en fonction du type d'imprimé qui est testé. Et pour chacun des paramètres, on va déterminer un score pour chacun d'entre eux. Alors, une chose à savoir, c'est si une des valeurs n'atteint pas la valeur seuil, dans ce cas-là, c'est un échec au test, indépendamment des autres résultats, et l'imprimé sera considéré comme inapte au désancrage. Alors, pour faire un parallèle, c'est un peu comme si on faisait du saut en longueur. On saute 14 mètres, mais malheureusement, on a mordu sur la barre de saut. Donc là, le saut n'est pas validé. C'est exactement le même principe. Ensuite, un deuxième test qui consiste à voir le potentiel d'élimination des cols par classage. Donc, le test est réalisé via la méthode INGD 12. Et donc là, ça s'applique à tout produit graphique où de la colle a été appliquée. Et là, on va simuler une étape de pulpage et de séparation mécanique. Et les données que l'on va obtenir, ce sont une distribution en taille de stickies, mais également une estimation de la teneur en stickies suite à un classage industriel. Pour calculer le score, ensuite, tout comme précédemment, on a des valeurs cibles et des valeurs seuil qui sont définies par le PRC, qui sont le pourcentage de macrostickies de diamètre inférieur à 2000 microns et la teneur en stickies suite à un classage sous pression industrielle. Et on détermine un score pour chacun des paramètres. Et ici aussi, on a un paramètre qui va conduire à un échec si le pourcentage de macrostickies de diamètre inférieur à 2000 microns est supérieur à 50%. Un autre test qui s'intéresse au potentiel de décoloration d'impression à base d'encre colorant ou de papier teinté en masse. Et donc là, on va reproduire en fait une étape de pulpage et l'étape de blanchiment. Et on va s'intéresser aux coordonnées LAB dans le système CIE. Pour calculer le score, en fait, à partir de ces données, le LAB, on va calculer un indice de décoloration via la réduction de distance par rapport au blanc achromatique, à la fois pour un blanchiment oxydant et pour un blanchiment réducteur. Et ce qui va nous permettre d'avoir des potentiels de décoloration qui vont aller de très faible décoloration pour des indices de décoloration inférieurs à 25 jusqu'à un excellent potentiel de décoloration pour des indices supérieurs à 90. Maintenant, le dernier test que je vais vous présenter, en fait, c'est lié à la possibilité d'une colle à être hydrodispersable et voir quel est son impact sur le procédé papetier. Donc, dans un premier temps, il s'agit de valider le caractère dispersable d'une colle et ensuite de déterminer l'impact sur le procédé papetier en lui-même. Donc, la première étape, ce que l'on veut faire, c'est vérifier que l'on n'a pas de formation de macrostickies, ce qui est illustré sur la photo de gauche, c'est-à-dire qu'on ne veut pas obtenir des particules de colle de cette taille-là. Là, ici, la maille représente à peu près 500 micromètres. Et également, il faut déterminer le taux de dispersion, c'est-à-dire qu'on veut aller vers des particules de taille dissoute ou colloïdale. Donc, c'est les photos à droite. Et ce que l'on ne veut pas, c'est obtenir un intermédiaire entre les deux. Ensuite, on a 5 tests d'impact qui sont la contribution à la demande chimique en oxygène et également la demande cationique liée à la présence de ces cols hydrodispersables ou hydrosolubles. Et on a également 2 tests de résistance à l'agglomération
qui sont présentes dans les étapes du procédé. Et on a également un test de coagulation. Donc pour le score, on a dans un premier temps, on vérifie que le caractère dispersable, c'est-à-dire qu'on n'a pas de macrostickies qui sont générés et que l'on a un taux de dispersion supérieur à 85%. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, la colle conduit à un échec et la colle n'est pas considérée comme hydrodispersable et donc non compatible avec les procédés de désancrage conventionnels. Ensuite, pour les 5 tests, on a également des valeurs cibles et des valeurs seuil qui sont définies, donc avec des poids différents. Donc, on a des paramètres liés aux matières dissoutes et colloïdales additionnelles apportées par la colle, qui sont la demande chimique en oxygène et la demande cationique. On a également les risques d'agglomération incontrôlée dus à des cisaillements ou à une augmentation de la dureté des eaux du procédé via une augmentation de la concentration en ion calcium. Et on a aussi le dernier point, c'est la possibilité de contrôle via le test de coagulation. Donc là, c'est les 5 tests qui sont généralement utilisables au niveau du désancrage. Et maintenant, à quoi peuvent-ils servir? Les 3 premiers, le test de repulpabilité, l'aptitude à l'élimination des colles par classage et les tests de désancrabilité, sont des tests qui sont à réaliser pour obtenir des écolabels au niveau européen. Pour le test de repulpabilité, il faut qu'on ait un taux de défibrage supérieur à 95%. Pour l'aptitude d'élimination des colles par classage, c'est un score supérieur ou égal à 71 points. Et pour la désancrabilité, c'est un score également supérieur ou égal à 71 points pour l'obtention des écolabels. Ensuite, en plus de ces 3 tests, on va avoir 2 tests additionnels qui sont reconnus au niveau français, qui peuvent être réalisés pour s'affranchir de certains malus sur certains éléments perturbateurs dans des barèmes écodifférenciés. Donc, on retrouve les 3 premiers tests exactement avec les mêmes niveaux. On a également le test de décoloration. Dans ce cas-là, il faut que l'indice de décoloration soit supérieur à 90%. Et pour la dispersabilité de colle plus le test d'impact, il faut que, le colle soit dispersable et que le score induit par l'impact sur le procédé papotier soit supérieur à 80% pour être exonéré de certains malus. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a également la possibilité de réaliser des tests à l'échelle semi-industrielle sur nos installations pilotes, ce qui nous permet de couvrir plus d'appareils qui sont présents dans les usines de désancrage et d'être plus proche également de ce qui est des effets rencontrés. En conclusion donc, de ce webinaire, le CTP est donc capable de vous proposer différents tests de recyclabilité, d'aptitude au recyclage. D'une part, pour les papiers graphiques imprimés, des tests de désancrabilité, vous avez vu, mais également de dispersion et de dispersabilité des colles, des tests de décoloration. Sur les papiers pour emballage, les tests de recyclabilité tels que vous les a présentés Alain Cochot. Et ces tests sont bien entendu réalisables à l'échelle du laboratoire, mais dans des conditions représentatives de l'industrie. Par ailleurs, on a également la possibilité de réaliser des tests sur des plus gros volumes sur nos installations semi-industrielles pilotes. Donc, on peut aller jusqu'à 30 kg par heure de traitement, donc sur des volumes importants de produits isolés ou en mélange. Alors, pourquoi réaliser ces tests? Donc, pour la partie impression graphique imprimée, c'est, comme vous l'a dit Benjamin, l'obtention d'écolabels, par exemple, mais également pour l'exonération de malus pour certains perturbateurs des barèmes écodifférenciés. Et dans le cas des emballages, c'est pour répondre aux nouvelles exigences du PPWR et les avis de conformité qui en découlent. Alors, qui doit faire réaliser ces tests? Pour qui? C'est notamment les donneurs d'ordre et les metteurs sur le marché qui ont donc cette obligation de réaliser des tests et de communiquer les résultats. Et donc, également, cela concerne bien entendu toute la chaîne de valeur
puisque tous les composants intégrés, les constituants, qui peuvent être notamment les encres, les vernis, les cols, doivent également être conformes à ces exigences de recyclabilité et de recyclage. Et bien entendu, ces tests peuvent être faits dans le cadre de développement de nouveaux produits, de nouveaux emballages ou de nouveaux imprimiers, de nouvelles colles, encres, etc., pour s'assurer que dans un cadre d'éco-conception, que les produits qui seront mis sur le marché seront aptes donc aux nouvelles réglementations et aux labels. Donc, il me reste à vous remercier tous pour votre attention, à remercier aussi tous les personnes qui ont participé et préparé ce webinaire. Vous avez été nombreux à poser des questions via le chat. Comme je vous l'ai dit en préambule, nous répondrons par écrit à ces questions et nous vous diffuserons les questions-réponses dans les prochains jours. Si vous avez néanmoins quelques questions supplémentaires, vous pouvez nous les adresser via la boîte qui s'affiche ici, à l'adresse mail qui s'affiche ici, et nous y répondrons. Et enfin, il me reste aussi à vous informer que ce webinaire a été enregistré et il sera diffusé et proposé en replay si vous souhaitez donc le faire visionner ou le revisionner ultérieurement. Merci encore et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'en profite aussi, puisque ce n'est pas trop tard, pour vous adresser des meilleurs vœux du CTP pour l'année 2025. Merci à tous et à bientôt.